Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors non, cette vidéo n'est pas celle dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, donc celle qui a été bloquée à la monétisation par YouTube à cause du sujet jugé beaucoup trop sensible et traité de façon désinvolte avec une petite incitation à la haine. Non, c'est pas du tout cette vidéo. Alors je vous rassure, dans ma vidéo donc qui est actuellement bloquée, il n'y a aucune incitation à la haine, il n'y a rien en fait, j'aborde le sujet normalement, mais c'est simplement que comme, on va dire, le sujet en arrière-fond est très sensible aux États-Unis, bah finalement, je pense que leur algorithme fait un peu du grosso modo. Donc, bon, j'essaie de faire mon maximum pour trouver des petites solutions, genre mettre des bips et tout, mais à chaque fois, ça passe pas, quoi. Donc, je pense que je vous la sortirai, même démonétisée, même si ça m'embête, parce que bah, YouTube, c'est ma source de revenus. Donc je pense que je vous la sortirai quand même et on va dire que ma rémunération, ce sera votre satisfaction. Voilà. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. अक्कू यादव, उपराजधानीचा प्रख्यात गँगस्टर. अक्कूची दहशत इतकी की त्याचं नाव ऐकताच प्रत्येकांचा थरकाप उडायचा. पण ते म्हणतात ना, प्रत्येक वाईट गोष्टीचं, प्रत्येक वाईट व्यक्तीचा अंत हा अखेर वाईटच असतो. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2004 en Inde, plus précisément à Nagpur, une ville de plus de 2 millions d'habitants située dans le centre du pays. On est le 13 août 2004 aux alentours de 14 h dans le tribunal de district. Un détenu doit être présenté devant un juge pour une demande de caution. Il s'appelle Bharat Kalisharan et il est âgé de 32 ans. Il pénètre dans la salle d'audience escorté de plusieurs policiers, mais quelques minutes après, une horde composée essentiellement de femmes pénètre à son tour dans la salle d'audience et se jette sur lui. Les policiers tentent de les arrêter, mais elles sont beaucoup trop nombreuses et elles sont armées, et l'assaut ne dure qu'une dizaine de minutes. Bharat vient d'être battu à mort dans l'enceinte du tribunal. Peu après, la foule se disperse et chacun rentre chez soi, tandis que dans le tribunal, les policiers et les avocats, les juges qui s'y trouvent, découvrent avec horreur la scène de boucherie. Il y a du sang de partout, sur les murs, au sol. Bharat a été poignardé à 75 reprises, en plus d'être frappé, et ses parties génitales ont été arrachées, littéralement. Ce qu'il est important de souligner, c'est que à ce moment-là, c'est le chaos. Il n'y a pas de caméra de sécurité à l'intérieur du tribunal, et les policiers qui escortaient Bharat se sont sauvés pour se protéger. Bharat était menotté à un co-détenu qui s'est protégé du mieux qu'il pouvait pendant l'assaut, et lorsque les policiers, les avocats, les agents de sécurité retournent dans la salle d'audience, le co-détenu est en état de choc, il est recouvert de sang. Cela dit, personne ne connaît l'identité des femmes qui ont attaqué Bharat. Elles sont rentrées chez elles après l'avoir tué. Donc à ce stade, la police ne peut procéder à aucune arrestation. Et très rapidement, cette affaire fait la une des journaux. Les journalistes affluent des 4 coins de l'Inde pour couvrir cet événement. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce district? Comment un homme a-t-il pu être battu à mort dans l'enceinte d'un tribunal? Et qui sont ces femmes qui l'ont lynché et littéralement déchiqueté? Mais surtout, pourquoi? De nombreux policiers sont envoyés en renfort dans le district et les agents interrogent toutes les personnes qui se trouvaient à proximité du tribunal lorsque Bharat a été tué. La police lance également des appels à témoins et un homme se manifeste. Il a vu quelque chose. Il dit que peu après l'attaque, il a vu un groupe composé de 4 ou 5 femmes monter dans un tuk-tuk et il se souvient parfaitement du numéro d'immatriculation du tuk-tuk en question. Grâce au numéro d'immatriculation, la police remonte au chauffeur, donc il est interrogé, et là, il leur dit qu'effectivement, il a bien pris en charge 4 ou 5 femmes, et durant le trajet, elles parlaient entre elles d'un meurtre qu'elles venaient de commettre dans l'enceinte du tribunal. Il assure qu'il les a déposées dans le bidonville de Kasturba Nagar, puis il est rentré chez lui. La police se rend donc dans le bidonville, et grâce à la description du chauffeur, elle procède à l'arrestation de 5 femmes, dont une femme enceinte. Les 5 femmes sont conduites au poste de police et incarcérées. Et plusieurs témoins interrogés par la police confirment que ces 5 femmes se trouvaient dans le tribunal au moment du meurtre de Bharat Kalisharan. Mais quelques heures après leur arrestation, des centaines de femmes du bidonville de Kasturba Nagar
les rejoignent devant le poste et elles protestent. Elles demandent à ce que ces 5 femmes soient relâchées. Elles crient à la police que si ces femmes doivent être incarcérées, alors toutes doivent être incarcérées. Elles s'accusent toutes du meurtre de Bharat Kalishwaran. La foule est de plus en plus déchaînée. Entre-temps, des hommes et des femmes du bidonville de Kasturba Nagar les ont rejoints et tout le monde crie pour que ces 5 femmes soient relâchées. Devant l'ampleur de la situation, le chef de la police va leur parler et il leur dit « Écoutez, moi je suis face à une situation assez simple. Il y a un homme qui a été tué dans l'enceinte du tribunal. 5 femmes ont été reconnues. Vous voulez que je les relâche ? Mais dans ce cas-là, il faut me fournir 5 autres femmes. » Il leur explique qu'il doit absolument présenter devant un juge 5 femmes, donc peu importe lesquelles, c'est aux habitants du bidonville de choisir. Les habitants de Kasturba Nagar discutent entre eux et finalement 5 femmes décident de prendre la place des 5 femmes incarcérées. Il s'agit entre autres des mères des femmes qui sont incarcérées. Voilà donc pour cette tractation, on va dire, des plus étranges. La police est satisfaite, elle a 5 femmes à présenter devant un juge et les habitants de Kasturba Nagar sont satisfaits également puisque les 5 femmes initialement incarcérées ont été relâchées. Alors, les habitants du bidonville sont assez déçus puisqu'ils ne voulaient qu'aucune femme soit incarcérée, mais dans le fond, ce sont des femmes âgées, donc c'est elles qui ont choisi d'être incarcérées pour sauver leur fille ou leur cousine ou leur nièce. Après ça, tout le monde rentre au bidonville, femmes, hommes, enfants, et ce soir-là, ce qu'il se passe est assez étrange, puisque les habitants du bidonville de Kasturba Nagar font la fête. Ils dansent, ils chantent, ils mangent. Tout le monde semble heureux, alors qu'il y a un homme qui a été massacré dans un tribunal et 5 femmes qui ont été incarcérées. Pourquoi les habitants semblent aussi heureux de la mort de cet homme? Et les journalistes qui couvrent cet événement sont très intrigués. Ils se demandent qui sont ces femmes qui ont massacré un homme dans l'enceinte d'un tribunal. Et surtout, qu'a fait Bharat Kalishwaran pour mériter un tel traitement? Beaucoup de choses apparemment. Bharat Kalishwaran, surnommé Akku Yadav depuis son enfance, naît en 1972 dans le bidonville de Kasturba Nagar à Nagpur. Il est le plus jeune enfant d'une famille nombreuse très pauvre dont le père est laitier. Le bidonville de Kasturba Nagar est situé à la périphérie de Nagpur et les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Il n'y a pas d'eau ou d'électricité courante, les maisons sont insalubres et le taux de criminalité est très élevé. Les habitants tentent de survivre comme ils le peuvent, les pères travaillent dur pour pas grand-chose, les mères de famille occupent essentiellement des emplois de servantes pour même pas 50 centimes par jour, c'est très compliqué, surtout quand il y a des bouches à nourrir. Dans le bidonville de Kasturba Nagar, comme dans d'autres bidonvilles, il n'y a pas beaucoup d'options. Soit faire un métier dur et très mal payé, soit intégrer un gang de petite ou moyenne envergure. Bharat, qui jusque ses 13 ans était un très bon élève, quitte le collège et choisit la seconde option. Il intègre une bande de voyous comme ses grands frères l'ont fait avant lui. Le père de famille est décédé lorsque Bharat était adolescent et la famille Kalishwaran s'est retrouvée sans le sou. Donc Bharat et ses acolytes commettent des cambriolages, des vols, des extorsions, tout ce qui peut leur permettre de se faire un peu d'argent. Mais une fois qu'il atteint l'âge adulte, Akku, comme l'appelle son entourage, ne se contente plus de voler. Il devient un prédateur sexuel redoutable. Son premier crime sexuel connu remonte à 1991. Lui et ses acolytes ont croisé un couple dans un bâtiment désert, ils ont tabassé l'homme et ils ont violé la femme. Le couple a porté plainte et Akku semble avoir purgé une petite peine de prison. Maintenant, pour bien resituer le contexte, à l'époque, les crimes sexuels n'étaient pas pris au sérieux comme c'est le cas aujourd'hui, surtout quand il était question de castes inférieures. Alors je pense que tout le monde connaît plus ou moins le système des castes en Inde, et dans le bidonville de Kasturba Nagar, les personnes qui y vivaient étaient issues de la caste la plus basse, à savoir les Dalits. C'est comme ça qu'ils s'appellent, les Dalits, les intouchables. Et lorsque les Dalits étaient victimes d'injustice sociale par des personnes issues de castes supérieures, elles n'étaient pas prises au sérieux, on ne prenait pas leur plainte, ou le coupable n'était pas arrêté, et Akku Yadav faisait partie d'une caste supérieure à celle des Dalits. Certes, sa caste était l'une des plus basses, mais en tout cas il était supérieur à celle des Dalits. Et au-delà de cette histoire de caste, il y a également la crainte des victimes, la peur des représailles, puisqu'elles savaient que si elles allaient porter plainte, il y aurait ensuite des actes de vengeance de la part de leur bourreau. Et un autre point fondamental, c'est la honte. Les victimes se sentaient honteuses de ce qui leur était arrivé, puisque aller porter plainte
pour une agression d'ordre sexuel, c'était admettre ce qu'il s'était passé. Donc c'était prendre le risque d'être rejeté par leur famille et d'être déconsidéré dans leur entourage. Donc c'est la raison pour laquelle on ne sait pas vraiment si son premier crime sexuel a eu lieu en 1991, puisqu'il est fort probable qu'il y ait eu d'autres victimes avant, mais que, soit par crainte, soit par honte, elle n'ait pas déposé plainte. Toujours est-il qu'Akou semble avoir été arrêté et emprisonné pour le viol de cette jeune femme. Il a effectué quelques mois et à sa sortie de prison, il retourne à ses activités, le vol, le cambriolage, l'extorsion et les viols. Lui et ses acolytes enlèvent des jeunes filles la nuit, dans le bidonville de Kasturba-Nagar. Il s'agit de viols collectifs. Ils s'introduisent également dans les maisons, ils frappent le père ou les frères, ils enlèvent la jeune fille, ils la traînent à l'extérieur, ils la violent. Alors on ne connaît pas précisément le nombre de ces victimes, mais ce dont on est sûr, c'est que la plus jeune avait 10 ans. Donc là, on ne parle pas d'une femme, on parle d'un petit bébé. Elle avait 10 ans, et malgré la honte qu'elle ressentait, certaines femmes ont quand même déposé plainte, sans savoir qu'Akou entretenait des liens très étroits avec la police locale. Il les soudoie et il balance. C'est un peu le Huggy les bons tuyaux de Nagpur. Donc dans la mesure où la police a besoin de ses services pour démanteler, on va dire, d'autres gangs, pour tout un tas d'activités très obscures, eh bien, à chaque fois, il passe entre les mailles du filet. Et ça lui permet d'agir en toute impunité. D'ailleurs, à Kasturba-Nagar, tout le monde sait qu'Akou a également tué des gens. Il tue ceux qui ne se laissent pas intimider. Et il menace de mort ceux qui n'ont pas de quoi le payer. Parmi les faibles, Akou se sent très, très fort. Il y a par exemple ce couple d'épiciers, Pratibha et Datu Urkude. Ils tiennent un petit négoce dans le bidonville. Au départ, Akou s'y rendait régulièrement, il prenait des marchandises et repartait sans payer. Puis au fil des mois, Akou a exigé que Datu lui reverse une sorte de taxe. Datu et son épouse étaient terrorisés puisque tout le monde dans le bidonville connaît la réputation d'Akou. Tout le monde sait qu'avec sa bande, il viole et il tue. Donc Datu lui a reversé la taxe. Et c'est comme ça pour de nombreux commerçants dans le bidonville. Ils paient par crainte d'être tués ou que la bande s'introduise chez eux pour violer leur femme ou leur fille. Il y a pourtant une femme qui tient tête à Akou dans le bidonville de Kasturba-Nagar. C'est une commerçante d'alcool, Asha Bharat. Elle n'hésite pas à le menacer quand il s'en prend aux plus pauvres, et Akou ne peut rien contre elle, puisqu'Asha fréquente de nombreux criminels du bidonville. Ils viennent tous boire chez elle, donc d'une certaine façon elle est protégée. Mais Akou veut sa peau. Il pense qu'Asha complote contre lui dans le but de le faire assassiner. Et effectivement, en 1997, il est agressé par une bande de voyous. Il est poignardé et il finit à l'hôpital. Et c'est l'un de ses amis, Avinash Tiwari, qui lui sauve la vie en lui donnant son sang. Pourtant, la même année, Akou poignarde à mort Avinash parce qu'Avinash était ami avec Asha. Akou s'est senti trahi à plusieurs reprises. Il a dit à Avinash « Arrête de parler avec elle, c'est une vieille meuf ». Et Avinash lui expliquait que non, il était ami avec elle comme il était ami avec tout un tas d'autres personnes dans le bidonville. Donc Akou s'est senti trahi. Un jour, il s'est dirigé vers Avinash dans la rue et il l'a poignardé aux yeux de tous. À la suite du meurtre d'Avinash, Akou a effectivement été arrêté, mais il n'a purgé que 10 mois de prison. Et lorsqu'il sort de prison, il se sait intouchable. Il vole, il viole, il tue, et les autorités ne font rien contre lui. Il reprend ses activités au sein de sa bande de voyous, mais Akou a toujours dans un coin de la tête sa vieille rancœur contre Asha Bharat, la commerçante d'alcool. Depuis des années, il veut sa peau. La nuit du 8 juin 1999, Akou et ses amis se rendent chez Asha. L'un d'eux frappe à la porte d'Asha et il se fait passer pour un ami de son fils. Il lui dit « Oui, Tata, je suis l'ami de ton fils, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau s'il te plaît ?» Asha va chercher un verre d'eau dans sa cuisine, elle se dirige vers sa porte, elle l'ouvre et au moment où elle sort pour tendre le verre d'eau, Akou la saisit par les cheveux et il la traîne dans la rue. À ce moment-là, dans la maison, il n'y a que la fille d'Asha qui est âgée de 14 ans, donc elle a été témoin de toute la scène. Akou et ses amis ont frappé Asha, ils lui ont coupé le nez, ils lui ont coupé les oreilles, ils lui ont mutilé les seins, ils lui ont volé les bijoux qu'elle portait, puis ils l'ont égorgée et ils se sont sauvés. La fille d'Asha, qui a assisté à toute la scène, les a suppliés d'arrêter, elle pleurait, ils ne l'ont pas écoutée, et elle devient, de ce fait, le témoin principal du meurtre de sa mère. Et après leur départ, Akou et sa bande se rendent compte que
ce n'était peut-être pas une bonne idée de la laisser en vie, cette adolescente. Mais lorsqu'il retourne à la maison d'achat, l'adolescente a fui, elle est partie se réfugier chez sa tante qui vit dans le bidonville voisin. Et elle restera cachée là-bas pendant très longtemps, puisqu'Aku veut la retrouver pour la tuer, entre autres, et lui faire des choses obscures. Là encore, Akuyada va être arrêté, mais il n'a purgé qu'1 an et demi de prison. Vous avez bien entendu, 1 an et demi de prison pour l'assassinat d'Asha Bharat et les actes de torture et de barbarie. À sa sortie de prison, il retourne à Kasturba Nagar et les agressions reprennent. À ce stade, Aku ne se sent plus intouchable, il se sent invincible. Pour vous donner quelques exemples, un soir, Aku et ses amis se sont rendus au domicile d'une femme qui était enceinte de 7 mois. Ils l'ont sortie dans la rue, ils l'ont mise toute nue et ils l'ont violée les uns après les autres. Ils ont également violé une autre femme qui vivait dans le bidonville, donc dans la rue, pareil, et elle a fini par sauter la vie quelques jours après. Et toutes ces agressions ont été vues par les personnes qui habitent dans le bidonville, mais qui à chaque fois sont tétanisées à l'idée d'intervenir, puisque dans leur esprit, ils se disent que s'ils interviennent, les prochaines cibles, les prochaines targets d'Aku seront les femmes de leur famille. La police est bien évidemment au courant de tout ce qu'il se passe dans le bidonville, puisque régulièrement des femmes vont tenter de déposer plainte, même si on n'accepte pas leur plainte. D'ailleurs, l'une d'elles dira plus tard qu'elle s'est rendue au commissariat pour déposer plainte contre Aku et sa bande, et elle a elle-même été violée par les policiers qui se trouvaient dans le commissariat. Elle est ensuite rentrée chez elle et elle n'a plus jamais cherché à obtenir justice. Mais toujours est-il que voilà, la police est au courant de ce qu'il se passe, mais Aku peut agir en toute impunité puisqu'il est protégé. De nombreuses familles ont quitté le bidonville de Kasturba Nagar au fil des années pour échapper à la violence d'Aku et sa bande, et d'autres encore tentent de s'émanciper afin de ne pas devenir l'une de leurs cibles. C'est le cas par exemple d'Usha Narayane, une étudiante de 24 ans qui ne rentre chez ses parents à Kasturba Nagar que pour les vacances scolaires. Usha est la seule femme à avoir entrepris des études supérieures dans le bidonville. Elle étudie la gestion hôtelière et elle veut s'en sortir. Elle veut pouvoir permettre à sa famille de déménager loin d'ici pour être en sécurité. Une nuit de juillet 2004, Usha est chez elle, puisque c'est les vacances scolaires, et dans la maison juste en face de chez elle, elle entend du bruit, des cris, elle se met par la fenêtre et là elle voit qu'Aku et sa bande ont pénétré dans la maison et ils ont violé la jeune femme qui s'y trouvait. Après leur départ, la jeune femme vient voir Usha pour lui demander de l'aide parce qu'elle se sent perdue, elle se sent triste. Elle lui dit mais qu'est-ce que je peux faire? Franchement je suis dégoûtée, j'ai envie qu'on me rende justice. Et là Usha lui conseille de déposer plainte. Elle l'accompagne même au commissariat le lendemain. Les deux jeunes femmes s'y rendent et Usha, la jeune femme, explique au policier ce qu'il s'est passé la veille, mais le policier refuse de prendre la plainte de la victime. Ce qu'il fait, c'est qu'après le départ d'Usha et de la jeune femme, il appelle Aku pour lui dire qu'Usha a accompagné une victime pour déposer plainte. À partir de ce moment-là, Usha devient la nouvelle target d'Aku. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 1er au 2 août 2004, Aku et sa bande se rendent au domicile de la famille Narayane. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de violer Usha, en plus de la défigurer avec de l'acide. Lorsqu'ils arrivent devant la porte de la maison, ils frappent et ils demandent à la famille Narayane de leur livrer Usha afin de lui faire subir tout un tas de choses. Aku décrit avec précision tout ce qu'il va lui faire et la famille est terrorisée. Usha appelle la police, mais personne ne vient. À ce moment-là, la jeune femme comprend qu'elle est seule contre toute cette bande. Elle demande à sa famille d'aller se protéger dans la pièce du fond et elle discute avec Aku et la bande à travers la porte. Elle leur dit mais de toute façon je ne sortirai pas et eux continuent de la menacer. Et là Usha a eu une idée. Elle va récupérer la bonbonne de gaz qui se trouve dans sa cuisine et elle la traîne devant la porte. Elle retire le tuyau, elle prend une boîte d'allumettes et elle leur dit, alors écoutez, là j'ai ma bonbonne de gaz qui est juste devant moi, j'ai enlevé le tuyau, j'ai une allumette dans la main, si l'un de vous pénètre chez moi, je fais sauter la maison. Voilà, de toute façon vous comptez me tuer, et bien écoutez, là, ni vous me violerez, ni vous me tuerez, ni vous ne me jetterez de l'acide au visage, on mourra tous ensemble. Et Aku et ses amis sentent l'odeur du gaz, puisqu'elle a enlevé le tuyau et elle le met à proximité de la porte.
Et son plan marche à merveille puisqu'ils prennent la fuite. Les habitants du bidonville ont entendu toute la scène, ils ont entendu les cris d'Akou et de sa bande, ils ont également entendu les cris d'Usha, ils ont entendu ce qu'elle a fait avec sa bonbonne de gaz et ils sont impressionnés puisque c'est la deuxième fois que quelqu'un tient tête à Akou et sa bande. La première qu'il l'avait fait, c'était Tasha Barat, la commerçante d'alcool, et elle l'avait payé de sa vie. Et ils sont impressionnés puisque Usha, c'est une jeune femme de 24 ans, voilà, on va dire que c'est une cible de prédilection pour Akou et sa bande, puisqu'ils aiment agresser des jeunes femmes. Et là, ils sont impressionnés, ils se disent, mais comment c'est possible que cette jeune femme de 24 ans leur tienne tête de cette façon, alors que nous, jusqu'à présent, on a toujours eu peur d'eux. Et le geste d'achat leur donne énormément de courage, puisqu'ils sortent tous de chez eux, ils récupèrent des pierres, et ils pourchassent Akou et sa bande. Ils les pourchassent dans tout le bidonville, mais les hommes sont introuvables. Cela dit, cet événement a été un réel électrochoc au sein du bidonville. Comme je vous l'ai dit, personne jusqu'à présent n'avait osé tenir tête à Akou et sa bande par rapport à tout ce qu'ils faisaient, à tous les crimes qu'ils commettaient. Et là, cette étudiante de 24 ans leur a montré qu'en unissant leurs forces, ils pourraient se débarrasser de cette bande de parasites. Dès le lendemain, Usha fait le tour du bidonville, elle passe de maison en maison pour convaincre les habitants de se rallier à sa cause. Elle leur explique que c'est maintenant ou jamais. Il faut agir pendant que le fer est encore chaud. Donc les habitants qui ont tous vécu des traumatismes liés aux actions d'Akou et sa bande commencent à se chauffer les uns les autres. Ils se disent « why not ?» Ils commencent à chercher dans tout le bidonville, donc ils veulent mettre la main sur Akou et ses potes, introuvables. Akou a compris qu'il est traqué, donc il se cache. Ce qui se passe ensuite est assez incroyable dans le sens où des journalistes entendent parler de ce qui vient de se passer dans le bidonville de Kasturba-Nagar. Donc ils veulent interroger les habitants. Il y a même une conférence de presse qui est organisée et là les habitants leur expliquent tout ce qui se passe depuis des années et des années dans le bidonville, toutes les exactions d'Akou et de sa bande, les viols, les meurtres, etc. Et les journalistes ne les prennent pas au sérieux. Ils leur disent, écoutez, ce que vous racontez c'est trop invraisemblable. La police ne pourrait pas laisser un homme agir en toute impunité de cette façon, violer, tuer, c'est impossible. Donc, en fait, ils les traitent de menteurs et ils ne publient même pas un article sur cette histoire. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 6 août 2004, donc le lendemain de la conférence de presse, des centaines d'habitants de Kasturba-Nagar se dirigent vers la maison d'Akou Yadav dans le bidonville et il la démonte pierre par pierre. À la fin, il ne reste plus rien. Mais Akou est toujours introuvable. Il sait qu'il est recherché par les habitants du bidonville et il sait que face à plusieurs centaines de personnes, il ne fait pas le poids. Donc il se cache pour ne pas être tué. Le lendemain de la destruction de sa maison, donc le 7 août, il se rend au commissariat pour négocier son arrestation dans le cadre de plusieurs agressions dont il est accusé. Bon, clairement, il veut se mettre à l'abri, c'est la raison pour laquelle il se rend au commissariat. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse quand on y pense, puisque c'est au moment où les habitants ont décidé de lui faire la peau qu'il se rend lui-même au commissariat afin d'être protégé. Et c'est ce qu'il se passe. Il est incarcéré pour sa protection. Ses conditions d'incarcération sont assez souples, d'après les codétenus qui l'ont côtoyé à ce moment-là. Les policiers lui ramènent des cigarettes, de l'alcool, de la nourriture, donc voilà, il a clairement un traitement de faveur par rapport aux autres. Vient à présent le 13 août 2004. Akou Yadav, qui est menotté à un autre codétenu, est escorté au tribunal par des policiers dans le cadre de sa demande de libération sous caution. Ils arrivent aux alentours de 14 h. Et ce qu'Akou ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il y a des centaines d'habitants du bidonville de Kasturba-Nagar qui l'attendent. L'information a fuité la veille qu'aujourd'hui, donc le 13 août, il y aurait une audience pour sa demande de caution et tous les habitants du bidonville se sont concertés afin de savoir ce qu'il fallait faire. Et ils ont décidé de le tuer. Akou et son codétenu pénètrent donc dans la cour du tribunal et là, il y a une centaine d'habitants qui le fixent, des femmes et des hommes. Akou dévisage l'une des jeunes femmes dans la foule, une jeune femme qui est l'amie d'une victime d'Akou et de son gang. En fait, cette femme a une amie qui a été violée par Akou et ses amis et elle est très en colère. Et Akou la reconnaît. Il la dévisage et lui dit « Mais toi, t'as pas retenu la leçon par rapport à son amie.
dès que je sortirai de prison, je viendrai te violer. » Là, la femme le regarde, elle a la haine, elle prend sa sandale et elle lui balance à la tête. À partir de là, ça part en cacahuète. Les gens se précipitent vers lui, les policiers les traînent à l'intérieur de la salle d'audience, Hakou et son codétenu, mais un groupe de femmes parvient à les rejoindre. Il y a également quelques hommes et même quelques enfants, et tout le monde est enragé, ils sont armés, ils ont des couteaux, ils ont des morceaux de bois, tout ce qui peut servir d'arme, ils l'ont. Ils se jettent vers eux, les policiers sont complètement paniqués, donc ils préfèrent se sauver, et le codétenu qui est attaché à Hakou bascule au sol lorsqu'Hakou est poussé au sol, et là il se recroqueville pour éviter lui-même de prendre des coups, et le massacre commence. Il est frappé, poignardé, griffé, la totale, puis à la fin on lui retire son pantalon et on lui coupe ses parties génitales. Et d'après certaines personnes qui se trouvaient là au moment de son meurtre, quand il était agressé par les femmes, il criait « S'il vous plaît, pitié, ne me faites pas ça, je ne recommencerai plus. » Mais c'est trop tard. L'attaque dure 15 minutes, le codétenu n'est pas blessé, il est simplement éclaboussé de sang, logique, avec tout ce carnage. Les policiers, quant à eux, se sont cachés, et lorsque la foule comprend qu'Hakou Yadav est définitivement mort, chacun rentre chez soi au bidonville de Kasturba-Nagar. Voilà donc les tenants et les aboutissants de ce meurtre. Des victimes issues de la caste sociale la plus inférieure qui se sont fait justice elles-mêmes face à l'inertie, voire la complicité des autorités locales. Et au fur et à mesure que les journalistes s'intéressent et écrivent sur cette histoire, tous les méfaits d'Hakou Yadav sont dévoilés. Tout le monde sait à présent ce qu'il se passait à Kasturba-Nagar. Et les habitants du bidonville ne regrettent pas leurs gestes. Après tout, si les autorités locales avaient fait leur travail, Hakou et sa bande n'auraient pas fait autant de victimes. Une bande qui s'est par ailleurs volatilisée quand le bidonville s'est soulevé contre Hakou. Quoi qu'il en soit, à ce stade, les 5 femmes accusées sont toujours incarcérées, elles n'ont pas encore été jugées, il n'y a pas non plus d'audience préliminaire, et quand l'affaire éclate, de nombreuses associations se joignent à elles pour les soutenir et pour demander leur libération. Et encore une fois, les habitants du bidonville de Kasturba-Nagar manifestent devant le commissariat pour demander la libération de ces femmes. Si la police locale n'était pas corrompue, Hakou Yadav n'aurait pas fait autant de victimes, donc ces femmes ne l'auraient pas tué. Et plus les jours passent, et plus la cause prend de l'ampleur. En plus des habitants du bidonville de Kasturba-Nagar, des habitants d'autres bidonvilles se joignent à leur cause et demandent la libération de ces femmes. On dénombre plus de 1000 manifestants. Les 5 accusées sont finalement libérées sous caution, sous les applaudissements de la foule. Quand elles ressortent de prison, elles sont applaudies, on les accueille comme des stars. Et parmi ces 5 femmes, il y a la mère d'Asha Bhagat, la commerçante d'alcool assassinée en 1999. Bref, tout le monde rentre chez soi au bidonville de Kasturba-Nagar. La date du procès n'a pas encore été fixée. Cela dit, entre-temps, il y a une sorte de récupération politique qui est faite par les élus locaux. Comme je vous l'ai dit, toutes les victimes d'Hakou Yadav étaient des femmes dalits, donc la caste la plus inférieure. On les appelle les intouchables. Et beaucoup d'élus se révoltent et expliquent que cette situation est emblématique de l'injustice sociale qu'il y a en Inde, puisque Hakou Yadav ne s'en est jamais pris à une femme d'une caste sociale plus élevée que la sienne. Ce qui démontre bien qu'il y a une sorte de discrimination systémique. Pourquoi n'a-t-il jamais agressé une femme d'une caste sociale supérieure? D'après eux, la réponse est assez simple. Ils savaient pertinemment qu'ils risquaient de la prison s'ils s'en prenaient à une femme d'une caste sociale supérieure à la sienne. C'est pourquoi il ne l'a jamais fait. Donc cette affaire présente dorénavant un nouvel enjeu. Et s'ils parviennent à susciter suffisamment d'émulation dans la population, ils pourront effectivement faire bouger les choses au niveau des castes. Mais ce qu'il se passe, c'est que à présent, les magistrats ont une toute autre théorie sur ce qu'il s'est passé le 13 août 2004. D'après eux, Hakou Yadav n'a pas été tué par des femmes, non. Il a été tué par des rivaux, des hommes qui appartiennent à un gang rival et qui l'ont tué pour une histoire de récupération de territoire. Selon les magistrats qui sont en train de travailler sur cette affaire, les femmes ont servi, on va dire, de bouc émissaire, mais en même temps
de mur de protection, on va dire ça comme ça. Des hommes se seraient introduits dans le tribunal, donc des hommes appartenant à un gang se seraient introduits dans le tribunal pour tuer Akuyadav, et ensuite ils auraient demandé la protection des femmes du bidonville de Kasturba-Nagar afin de ne pas être condamnées. Et ça a du mal à passer dans le bidonville de Kasturba-Nagar, puisque les femmes qui se sont déclarées coupables responsables du meurtre d'Akuyadav et qui l'assument, expliquent que si les magistrats pensent que ce sont en fait des hommes qui ont commis le meurtre, eh bien ça repose sur, on va dire, un point bancal, à savoir qu'une femme ne peut pas commettre un crime aussi atroce. Donc ce sont forcément des hommes. C'est pourquoi une nouvelle descente de police a lieu dans le bidonville de Kasturba-Nagar et 4 hommes sont arrêtés. Ce sont des hommes qui sont déjà connus des services de police pour des faits de délinquance. Ils sont interrogés et aucun d'entre eux ne passe aux aveux. Ils accusent les femmes, ils disent non mais nous on n'a rien fait. Ceux qui ont fait ça, ce sont les femmes en fait du bidonville, celles qui se sont accusées. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que ces 4 hommes qui ont été arrêtés et accusés ont par le passé fait partie du gang de voyous d'Akuyadav. Donc eux-mêmes ont participé par le passé à des exactions, que ce soit des vols, des cambriolages, peut-être même des viols. Ensuite, ils se sont détachés du gang d'Akuyadav pour basculer du côté des opprimés du bidonville de Kasturba-Nagar. Bref, l'instruction se poursuit et pour les magistrats, les 4 hommes arrêtés font forcément partie de la bande qui a tué Akuyadav. Donc pour eux, ils n'en démordent pas, c'est sûr et certain que ces hommes ont joué un rôle dans le meurtre d'Akuyadav. Là, ça devient assez compliqué puisque d'un côté, on a des femmes qui s'accusent, d'un autre côté, on a des hommes qui refusent de porter le chapeau. Donc c'est assez complexe tout ça. Un comité d'enquête composé d'activistes locaux décide alors d'ouvrir une enquête indépendante pour démêler le vrai du faux. Tous les habitants du bidonville de Kasturba-Nagar sont réinterrogés par le comité d'enquête. On passe également au peigne fin le passé judiciaire d'Akuyadav. Et en septembre 2004, soit moins d'1 mois après l'ouverture de ce comité d'enquête, le rapport est publié. La conclusion, c'est que ce sont effectivement les femmes du bidonville de Kasturba-Nagar qui ont tué Akuyadav. La cause, ce sont les injustices sociales dont elles ont été victimes durant de très nombreuses années de la part des autorités locales. Aku a pu voler, violer, tuer dans l'indifférence générale, puisque ces victimes appartenaient à la caste la plus basse, les Dalits. Le message qui est passé dans ce rapport d'enquête, c'est que face à l'injustice sociale, au bout d'un moment, les gens se révoltent, quitte à commettre des actes d'une cruauté sans nom, puisqu'ils ont tellement accumulé, que le jour où ils explosent, ils sont capables du pire. Logique. Cela dit, en 2005, 28 personnes, dont 7 femmes, sont inculpées pour le meurtre de Bharat Kalisharan, alias Akuyadav. Les inculpés peuvent néanmoins bénéficier d'une libération sous caution, et le procès ne démarre qu'à partir de février 2012. Alors, la raison qui a été fournie par le ministère de la Justice à l'époque, c'est que l'instruction a été fortement ralentie à cause des dépositions des témoins qui n'étaient pas très claires, voire contradictoires, et entre-temps d'autres témoins sont morts, donc forcément ça a posé quelques petits soucis d'ordre technique. Le verdict est rendu en novembre 2014, soit 10 ans après les faits. Toutes les personnes inculpées pour le meurtre de Bharat Kalisharan sont acquittées. Le juge qui a rendu cette décision a ensuite donné une conférence de presse afin de s'exprimer et il a expliqué que certes Bharat a été tué, cela dit, il a récolté ce qu'il a semé. Mais il explique également que les témoignages n'étaient pas suffisamment fiables pour pouvoir condamner sans aucun doute raisonnable les inculpés, donc il a préféré, on va dire, miser sur le doute raisonnable et il note dans son rapport que d'après le rapport d'autopsie de Bharat Kalisharan, le jour de son meurtre, il présentait des traces d'alcool dans le sang. Il a été assez étonné de ce rapport d'autopsie, puisque quelques heures auparavant, Bharat se trouvait en prison. Donc comment aurait-il pu consommer de l'alcool en prison? Eh bien la réponse est simple, d'après le juge, cela prouve avec une certitude absolue que Bharat bénéficiait d'un traitement de faveur. Ce qu'avaient expliqué depuis le départ les habitants du bidonville de Kasturba-Nagar. Quoi qu'il en soit, après le verdict, les acquittés sont retournés vivre dans le bidonville de Kasturba-Nagar et la famille de Bharat Kalisharan ne s'est jamais vengée. Et pour l'anecdote,
L'un des neveux de Bharat a lui-même été tué en 2013 puisqu'il avait tenté d'agresser sexuellement la grand-mère d'un jeune du quartier où il vivait. Donc voilà. Cela étant dit, en plus du documentaire qui est sorti sur Netflix en 2022, il y a eu un documentaire en 2011 et un film en 2015. Et cette affaire a fait couler beaucoup d'encre puisqu'elle a permis de mettre en avant les injustices sociales dont étaient victimes les Dalits au sein de la société indienne. Est-ce que l'affaire d'Akul Yadav a pu faire bouger les choses? Je ne saurais pas vous le dire puisque je ne suis pas indienne et je ne connais pas suffisamment les codes pour pouvoir vous donner des certitudes. Mais en tout cas, cette histoire a été énormément suivie à l'époque et elle a d'une certaine façon ouvert le débat sur la condition des castes inférieures. Aujourd'hui encore, les habitants du bidonville de Kasturba Nagar se souviennent de cet homme qui se pensait puissant parmi les faibles et qui les a terrorisés et maltraités durant près de 15 ans. Un homme finalement rattrapé par la justice des femmes une après-midi d'été 2004. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente, comme je vous le dis souvent. Écoutez, cette histoire, je l'ai trouvée tellement intéressante sur le plan social, parce que, comme je vous l'ai dit, une fois, je suis profondément attachée à la notion de justice, et ce qui arrive à ces familles-là dans cette affaire, c'est profondément injuste. Et ça montre qu'à partir du moment où l'État fait des différences entre les classes sociales, ça peut mener à des situations dramatiques comme celle-ci. Après, dans le cas d'Akul Yadav, je dirais pas que je suis contente de ce qui lui est arrivé, mais je peux comprendre que les habitants du bidonville aient pu câbler comme ça parce que, enfin, on ne peut pas s'attendre à ce que des gens se comportent de façon, on va dire, calme, patiente, sereine, flexible toute leur vie alors qu'ils sont malmenés, maltraités, qu'on leur marche dessus. À un moment donné, les gens pètent un câble, vraiment. Et là, c'est ce qu'il s'est passé. Ils ont pété un câble. Moi, ce qui m'a un peu, on va dire, déçue dans cette histoire, c'est que il n'y a pas eu de répression, je crois, il n'y a pas eu de punition envers les policiers qui travaillaient à Nagpur à l'époque. Et j'aurais aimé que, pour l'exemple, le gouverneur ou le président, enfin je sais pas comment ça fonctionne exactement en Inde, mais en tout cas que le haut responsable fasse quelque chose, parce que c'est le mec, il a commis un carnage avec la complicité des autorités. Après, à l'époque, les policiers s'en sont défendus, bien sûr, hein. Forcément, ils n'allaient pas dire « oui, c'est vrai, on est des complices ». Mais je veux dire, c'est tellement flag qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Donc moi, cette affaire-là, vraiment, elle m'a beaucoup parlé, surtout qu'elle me rappelle l'affaire Julio Pérez Silva. Je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, enfin je sais pas. En fait, comme je mets beaucoup de temps à tourner les vidéos, j'oublie ce que j'ai dit au début, donc peut-être que parfois je suis un peu redondante, mais c'est parce que le tournage dure peut-être 2 ou 3 fois plus longtemps que le montage final. Et il y a un petit point sur lequel je voudrais rebondir. À la fin du documentaire Netflix, j'ai vu la famille d'Akul intervenir, donc ils n'étaient pas contents, ses amis, tout ça. Ils me disaient que ce n'était pas juste, que sa famille n'avait pas eu d'indemnité, etc. Mais en fait, j'étais outrée parce que je me disais, mais des indemnités, pourquoi pas la Légion d'honneur? Non, mais le gars, il a terrorisé, il a violé, il a tué pendant des années. Mais c'est normal, en fait, qu'à un moment donné, les gens pètent un câble. C'est, vous savez, c'est comme une cocotte minute, en fait. À un moment donné, elle explose. Donc là, selon moi, voilà, enfin bref, et les gars, il est 3h50 du matin, comment je suis tellement fatiguée, et moi quand je suis fatiguée, je commence à partir, mais dans des palabres, mais laissez tomber, même moi je me saoule en fait, là genre je me suis auto-saoulée tellement j'ai parlé. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. 10 साल लोगों ने सहन किया और सहन शक्ति की जब सर के ऊपर चली गई तो अपने आत्मरक्षा, अपने आबरू बचाने और ये समाज के सामने कि न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था और ये पीछे प्रधान समाज कितना बेकार हो गई, इसके लिए औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिर में संघर्ष के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो आपको कब पता लगा? आप उस दिन